Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo. On est très heureux de vous retrouver après notre petite escapade berlinoise la semaine dernière. Nous sommes de retour dans nos studios parisiens. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous et on est ravis de vous accueillir à nouveau pour un nouveau numéro de Tech Hebdo. Voici le sommaire. Alors, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple, François, parce que c'est l'événement de la semaine, l'événement du mois. Melinda Davansula revient de San Francisco et on va débriefer ces annonces avec elle. Elle les a touchées du doigt. Tiens, on retrouve notre rendez-vous Tech Care aussi pour cette rentrée avec Ocode qui protège nos objets qui ont de la valeur. Vous découvrirez tout à l'heure. On va parler cybersécurité, comme très souvent dans Tech Hebdo, vous le savez. Benoît Grunemwald viendra nous décrypter le doxing. Qu'est-ce que c'est que ça ? Écoutez, il vaut mieux que ça ne vous arrive pas. À nous non plus d'ailleurs. Franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va être très intéressant tout à l'heure, Benoît Grunemwald. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et j'ai l'impression que quelque chose a changé, François. Oui, moi, je suis un robot dorénavant, Jérôme. Non. Ce qui a changé, c'est que nous sommes maintenant sur le plateau 3 d'Altis Media. Vous savez qu'Altis Media, c'est toute une ribambelle de studios, tous plus beaux les uns que les autres. Et on est passé du 6 au 3, un très joli studio, avec des murs d'images un peu partout. Vous aurez l'occasion de le découvrir, ce studio, tout au long de cette nouvelle saison. Bon, sur le fond, bien, vous allez retrouver ce qui fait la renommée internationale Mais de bien Tech évidemment, Hebdo. en toute humilité, Jérôme. En toute humilité. En bien revanche, évidemment. il n'y a pas que le studio qui change, Non. François, puisque l'horaire change aussi. L'horaire et le jour de diffusion changent également. Voilà, dorénavant, Tech Hebdo, ce sera tous les lundis, les amis. Tous les lundis, 20h30. Voilà. Important, notez-le sur vos petites tablettes. Ça ne change pas grand-chose si vous avez l'habitude de nous retrouver en replay. Alors là, vous pourrez nous retrouver quand vous le voulez. Il faut mettre un petit peu de piquant de temps en temps, Mais changer un peu les habitudes. Évidemment. Mais pas toutes. Et notamment, il y en a une qu'on garde, c'est notre rendez-vous Actu. Tout à fait. Et c'est tout de suite. Et Jérôme, l'actualité la semaine dernière, on ne pouvait pas passer à côté de cette actualité. C'était bien sûr la keynote Apple. Évidemment. Et d'ailleurs, vous avez pu la suivre en direct, live sur Tech Hebdo, sur Tech & Co, pardon. Oui, on était avec Gonzague d'Ambricourt, on vous a fait vivre cet événement. Et vous savez que l'une des journalistes de Tech & Co était sur place. Melinda Davansoulas, bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Mais c'est la première apparition de Melinda sur le plateau de Tech Hebdo. Mais oui. Mais voilà, nouvelle recrue. On est très heureux de te retrouver, Melinda. Alors, tu étais avec nous en visio la semaine dernière, mais là, cette fois-ci, tu es en chair et en os. Et voilà, Melinda fait partie de cette nouvelle équipe de journalistes talentueux qui arrive donc pour faire grossir l'entité Tech & Co. Bien accueillis, ils sont gentils avec toi ? Ça va, tout le monde est très gentil avec moi, j'étais bien accueillie. Melinda, tu étais donc à Cupertino, tu étais avec Apple, tu as pu donc vivre cette keynote qui avait un petit goût de surprise. Voilà, de c'était reprise, la vraie rentrée en fait. De la rentrée en quelque sorte. Il faut savoir que, c'est pas vous que je vais le dire, mais bon, pendant 2 ans et demi, on a été un peu privés d'événements. Donc là, c'était un peu le grand raout de rentrée qui reprenait vraiment. Et bien, ça fait plaisir, en fait. Alors, c'est toujours la même effervescence, c'est toujours la même frénésie de voir les iPhones. Mais tout le monde était content de se retrouver, de travailler un peu dans le speed, sous la chaleur. Parce j'allais dire ambiance chaleureuse, mais... Oui, chaleureuse vraiment dans tout le sens du terme. Ils il y avait des records de température. Oui, il faisait un petit 42, on était bien. En toute simplicité. En toute simplicité, voilà. Mais on n'était pas là pour bronzer, malheureusement, mais pour travailler dans la clim. Parce que c'est les États-Unis, il y a quand même des habitudes qui ne se perdent pas. Mais voilà, vous voyez, c'était très sympa de retrouver le Steve Jobs Theater parce qu'au mois de juin, on a pu retourner à l'Apple Park pour la conférence des développeurs. WWDC. Voilà, exactement. Mais on était à l'intérieur vraiment du bâtiment central, vous savez, cette espèce de donuts. Pour cause, ils voulaient faire un événement avec du monde, mais en extérieur. Covid oblige. Là, on a eu le droit de retourner dans le Steve Jobs Theater. On était assez nombreux de la presse du monde entier. Avec des contraintes sanitaires ou pas ? Des tests, des choses comme ça oui, on nous a... Ou c'était open bar ? Non, on nous a tous demandé un test antigénique le matin ou la veille de l'événement pour être sûr. Vous imaginez,
la proximité était quand même Oui. de retour. S'il y a un cas, C'est pas bon. c'est pas très très bon, et puis ça part dans le monde entier après. Donc, Eh oui, ça se dit, c'est le charme de ces réunions internationales. ouais. Donc on a tous refait là-bas comme si c'était la première fois qu'on y mettait les pieds, alors que non, ça fait quand même quelques fois qu'on y va. Mais c'était à la fois, pour vous parler coulisses, pareil et différent, même dans l'approche. Là-bas, bon, on revoit le personnel d'Apple, tous les cadres dirigeants. Oui, Tim Cook, tu lui tapes sur l'épaule. Hein. Évidemment. Oui, voilà. On l'a bien vu en direct. Évidemment, dans il est venu dire bonjour pour ça, oui, il a passé voilà. une lettre. Mais c'était pas pareil. Il y a quelque chose qui a changé quand même là-bas dans l'approche que eux ont aussi de leur rapport aux médias. Ouais. Apple, c'est très figé, c'est très structuré, Ah oui, ça, même dans les présentations avant-après. Alors là, c'est quand même Tim Cook qui est venu juste avant la présentation officielle, la keynote officielle, donc qui était encore enregistrée, qui est une keynote qui a été enregistrée cet été. Voilà, il faut préciser. Il faut préciser ça. Il ne savait pas. Il y avait une partie qui était quand même encore en boîte. Hein. Il ne savait pas de quoi serait fait la rentrée. Est-ce qu'on aurait le droit à un événement public ou pas? Donc ils avaient pris, par précaution, le soin d'enregistrer toutes les annonces. D'accord. Mais Tim Cook est quand même venu avant parler, dire qu'il était content de revoir des gens à l'Apple Park et au Steve Jobs Theater. Il y avait quand même ce moment un peu humain de la keynote. Mais c'est vrai qu'ils ont changé leur message, leur façon de communiquer. Ils étaient très à l'écoute des retours qu'on pouvait faire sur l'événement, sur le rapport à la présentation. Ça changeait un petit peu, quand même, dans le fond. Alors, bon, évidemment, vous pouvez aller sur tout l'univers Tech & Co pour retrouver en long, en large et en travers toutes les annonces qui ont été faites. Hein. Mélinda, évidemment, tu as eu la chance de pouvoir manipuler ces nouveaux produits. Avec voilà. avec quelques jours de recul, voilà. Comment est-ce que tu vois les choses alors ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà. Les fuites ont ce talent-là actuellement dans la tech de donner un peu tous les produits avant. On a quand même eu une grosse surprise sur l'iPhone 14 Pro, ce Dynamic Island, donc cette nouvelle encoche qui, pour moi, est la vraie belle découverte de tous les produits qu'on a vus là. On parlera des montres, évidemment, mais ils ont été extrêmement malins et ça, personne ne l'avait vu venir. Ouais. Cette façon de cacher ces Il y a un poinçons, défaut. En quelque sorte, voilà. L'encoche, ils en font une espèce d'artifice amusant, quelque chose esthétique. de disgracieux est devenu soudainement quelque chose d'utile. Ça, franchement, l'expérience utilisateur chez Apple, on sait que c'est quelque chose de très important. Et là, ils ont montré qu'ils étaient très malins. Parce que des encoches comme ça, on ne voit pas bien, mais il y a 2 trous, en fait, dans l'écran. Il y a 2 trous pour les caméras. Donc, techniquement, déjà, ils ont amélioré le Face ID, qui, avant, prenait quand même pas mal de place sur l'écran. Est-ce qu'ils l'ont réduit? Alors, en fait, oui, ça reste la même caméra. Donc, cette caméra TrueDepth, qui est vraiment le système le plus sécurisé de reconnaissance faciale de tous les fabricants. Qui scanne en 3D, voilà, exactement, visage, qui prend des dizaines de milliers de points de votre visage pour être sûr que c'est bien vous. Et bien vous aussi, si vous avez un masque. Ça, c'est quand même une petite prouesse. Ils ont réussi à la réduire de telle façon qu'elle prenne un poinçon, et donc ce qu'on appelle une espèce de petite pilule, c'est-à-dire en gros un double poinçon collé. Des poinçons dans les écrans, il y en a partout. Il y en a chez Samsung, il y en a chez Oppo, tout le monde en a mis chez Xiaomi. Eux, ils ont réussi à le masquer, c'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne verrez les trous, sauf à vraiment coller votre votre même œil. En plein soleil ou parce non, que c'est souvent... on les distingue, mais comme on distingue la caméra actuellement dessus. D'accord. Sur l'iPhone 13, ils avaient déjà réduit la taille. Elle était beaucoup moins grosse. Ils avaient réussi à remettre les différentes caméras du capteur de telle façon que déjà on gagne de la place. Là, on gagne a priori, ils ont annoncé 30%. Et surtout, ça ne fait plus cette languette, cette encoche dans l'écran. Mais il y a quand même alors, donc, ce truc noir qui tout d'un coup s'anime et donne l'impression effectivement de servir à quelque chose. Exactement. C'est une interface supplémentaire sur l'écran d'accueil. C'est-à-dire que vous avez... Sauf qu'il y a de la triche, parce qu'on est d'accord que la partie où il y a les capteurs, elle reste noire tout le temps. C'est une zone... En fait, c'est une zone noire. C'est une zone noire. Ils ont trouvé un moyen... C'est de la magie. C'est la magie. Il y a une zone noire qui reste affichée en permanence. C'est pas mal. Ça aurait plu à Steve Jobs, ça, un truc comme ça, non ? Je pense que autant il y a 2-3 trucs qui ont changé sous l'ère Tim Cook qui n'approuveraient pas. Là-dessus, je pense qu'il aurait trouvé ça extrêmement malin. C'est vrai que c'est un très très bel effet visuel, ou comment se servir d'un défaut pour en faire quelque chose de waouh, en fait. Voilà, et c'est ça qui est fort. Et ça va être ultra personnalisable, puisque ça va être vraiment les applications que vous utilisez. Donc ils ont annoncé qu'évidemment, dans un premier temps, c'est utile avec des applications maison, parce qu'ils ont travaillé dessus, mais il y a la nouvelle interface iOS 16 qui arrive à partir de ce lundi, qui va permettre aussi aux développeurs d'applications tiers de travailler dessus. Donc on devrait voir arriver plein d'usages. Bon, c'est très joli, ça ne change pas la vie non plus. Hein. Faut non. Pas...
On en reparlera dans quelques mois, mais voilà, a priori, non. Alors bon, amélioration photo, etc. sur l'iPhone 14. Voilà, grosse amélioration photo. En vue, on passe quand même d'un capteur. Vous savez, Apple, c'est ceux qui restaient campés sur leurs 12 mégapixels de capteurs. Les 3 capteurs pour le Pro, c'était 12 et rien d'autre quand la concurrence annonce 100 ou même 200, on a vu la semaine dernière, chez Motorola. Eux, ils s'en moquent. Ils ont changé quand même là, ils sont passés de 12 à 48. Enfin, c'est une révolution, comme on disait à une époque. C'est une révolution, C'est une vraie révolution. Alors, ça change quoi? Quand on zoome vraiment, on a véritablement... un zoom amélioré? Oui. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, le zoom va aller prendre dans la photo en 48 mégapixels une zone en 12. On peut cropper la photo, en fait. On peut cropper voilà. Il y a un zoom intermédiaire, maintenant. Avant, c'était 0,5 pour l'ultra grand angle, 1 photo normale, ou 3, pardon. Maintenant, ils ont mis 2. Alors, c'est tout bête. On se dit c'est juste un étage au milieu. Non, ça change quand même la qualité de la photo que vous allez avoir. Parce que c'est un truc qu'on utilise assez au quotidien, quand même, le zoom, les différentes le zoom, voilà, c'est tout bête, mais ça peut arriver de l'utiliser. Là, vous allez avoir une photo en zoom x2 qui sera de meilleure qualité, et en zoom x3 aussi. Très bien. Un mot, parce que l'heure tourne, un mot sur aussi l'Apple Watch. Alors bon, nouvelle itération de l'Apple Watch avec la série 8, mais surtout un nouveau modèle qui a fait son petit effet, qui était passé en dessous des radars et que les fuites avaient préservé en quelque sorte. On savait qu'il y avait un modèle qui s'appelait Pro qui allait arriver. On a compris que c'était une montre qui serait plus robuste, qui serait destinée aux amateurs de sport extrême. L'Apple Watch fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour les gens qui vont vers Garmin ou des marques comme ça qui sont beaucoup plus avancées, c'était vite limité. Là, on a une montre qui est pour ces sportifs-là et aussi pour les gens qui partent en randonnée, qui vont aller se balader. Ma bonne surprise, moi qui ai une plutôt petite taille de montre, c'est qu'elle est massive, mais elle n'est pas si imposante que ça. Je vous promets, là on la voit à mon poignet, elle est grosse, c'est un écran de 49 mm. Aujourd'hui, ils sont 41 et 45. Elle est massive, elle est très légère. Elle est en titane, donc ça aide. Elle est extrêmement légère, ça a été une vraie bonne surprise. Et en effet, elle fait plus solide. Et puis elle n'est pas chère. C'est ça qui est bien. Des brouettes. Mais on est à 1 000 €, non, à peu près. On est à 1 000 €. On est en prix de départ à 1 000 €. Mais elle est d'office cellulaire aussi. Vous savez, il y a ça aussi. Il y a la 4G incluse automatiquement. Il y a ce petit bouton qui est vraiment extrêmement malin. Ah oui, un troisième bouton. Il y a un troisième bouton paramétrable. Elle est pensée pour les gens qui vont faire plusieurs choses en même temps. Courir, nager, avoir des gants sur les mains, enfin des choses pas forcément pratiques pour utiliser un écran tactile. Donc il y a ce petit bouton de raccourci d'activité pour le sport, pour la navigation si vous en avez besoin, en fait pour toutes sortes d'activités. Et c'est un produit de niche, on ne va pas se mentir. C'est vraiment un produit de niche. Mais qui va trouver sans doute son public. Qui est bien pensé, et il y a plein d'usages qui arrivent avec la nouvelle interface WatchOS, qui en fait ont été clairement pensés pour cette montre-là, et pas tant pour la montre classique. Il y a une Watch série 8 qui arrive aussi, et l'évolution classique. Avec et la version nouveaux capteurs, température, le capteur de température, détection d'accident, etc. Détection d'accident, capteur de température sont les deux grosses nouveautés. Il creuse le sillon santé, sécurité à mort. J'ai posé la question sur le capteur de température. Vous savez, on attendait pour mesurer la fièvre bien de chacun. Est-ce que la montre peut dire si j'ai de la fièvre, si je suis malade? Non. Elle pourra, à mon avis, à terme. Pour le moment, elle ne sert que pour le cycle féminin, pour le suivi du cycle mensuel, et avoir une meilleure indication sur la période d'ovulation. Donc c'est très féminin comme usage. Ils ont des capteurs, et en fait, ils expliquent que, vous savez, il faut des garanties, certification médicale pour ça. Ils ne les ont pas encore, donc ils ne veulent pas s'engager à dire ça prend la température, mais peut-être qu'avec peut-être une prochaine mise à jour, on y arrivera. Et c'est vrai que ça les certifications européennes et tout ça. Merci beaucoup, Mélinda. Rappelons que les nouveaux iPhones, l'immense majorité, pas le plus, parce que le 14 Plus sortira un petit peu plus tard, seront disponibles dès le 16 septembre. Et on retrouvera les tests à partir... Ça arrive. Fin de semaine, là, ils arrivent avec les iPhones. Voilà, les nouveaux iPhones seront à découvrir en test sur l'univers Tech & Co, bien sûr. Voilà, donc forcément, c'était l'essentiel de l'actu cette semaine. Inévitablement, François, mais maintenant, on va passer à autre chose. Et oui, on retrouve notre rendez-vous Tech Care. Avec Dominique Chabot, président d'Ocode, qu'on a le plaisir d'accueillir. François, bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Ocode, donc, qui est un concept qui nous aide à protéger nos objets du vol. Est-ce que vous pouvez nous présenter Ocode? Je crois que vous êtes originaire de La Roche-sur-Yon. Oui, je suis originaire de Vendée, tout à fait. Et on a des locaux en Vendée et à Nantes. Ouais. Ocode, c'est différentes choses qui s'appellent Ocode. Ocode, déjà, c'est un code physique composé de petits points qui ressemble un peu à
un QR code, sauf que le QR code, c'est des carrés, et nous, c'est des ronds, et ça change tout. C'est beaucoup plus naturel, donc c'est acceptable beaucoup plus facilement pour les gens. C'est beaucoup plus esthétique. Et c'est très sécurisé, parce que le QR code, en fait, c'est un lien vers un site. On sait pas où on tombe, donc on explique toujours qu'il ne faut jamais ouvrir une pièce jointe. Et quand on scanne un QR code, qu'est-ce qu'on fait ? Ça y ressemble beaucoup. Au code, c'est un code qui est propriétaire, donc il n'y a que nous qui avons la clé. C'est une clé, dans le fait, c'est une serrure, et nous, on a la clé qui permet d'ouvrir la serrure. Cette serrure-là, elle permet de communiquer. Donc, il y a ce haut code-là qu'on peut graver sur la matière. Donc, ça devient inaltérable. Donc, si c'est gravé sur un ordinateur ou des choses comme ça, si quelqu'un vous prend votre ordinateur, il est obligé de retirer le code. Donc, c'est relativement complexe à enlever. Donc, c'est un peu comme un numéro d'identification inviolable, en fait. C'est un numéro d'identification. L'histoire, c'est que j'ai trouvé des clés par terre et j'ai voulu le rendre à quelqu'un et je ne savais pas comment faire. D'accord. Donc, on a mis un numéro, mais le numéro, au lieu d'écrire 412, c'est 718. On a inventé un code qui est très esthétique et qui permet de communiquer avec le propriétaire de l'objet sans le connaître. Donc, ni l'un ni l'autre ne se connaissent. Donc, c'est ce code physique. C'est aussi un canal de communication qui est très, très respectueux de la vie privée, car même nous, on ne connaît pas ni le nom, ni le prénom, ni le mail, ni le téléphone de la personne. Donc, il y a deux personnes qui vont rentrer en contact sans se connaître. Donc, c'est un code qu'on peut utiliser notamment pour sécuriser les vélos, qui font l'objet d'énormément. Donc, on peut les mettre sur les vélos, on peut les mettre sur tout type d'objet. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Qu'est-ce que ça apporte de plus sur un vélo par rapport à une plaque, un numéro gravé ? Donc, une plaque ou un numéro gravé, vous êtes en contact, donc ça existe déjà. Donc, en plus, on travaille dessus, donc on connaît très, très bien ça, mais c'est plus pour les forces de l'ordre. Le haut code, il est plus pour la communauté, pour le grand public. Je trouve un vélo, je me dis, celui-là, il est peut-être bien volé. En tout cas, il n'est pas à sa place. Je veux rentrer en contact avec le propriétaire. Je le scanne et je me retrouve en chat direct avec le propriétaire. Donc, c'est valable pour un vélo, mais c'est valable pour un objet qu'on va trouver. Je le scanne avec mon smartphone. Je scanne avec mon smartphone, avec l'application au code. Et là, vous êtes dans l'univers au code. Il faut l'application au code. Il faut l'application au code, Ouais. bien sûr, parce que comme c'est un code privé, et ce qui sécurise, c'est que c'est une application, justement. Donc, c'est pas un code ouvert. On est dans ça ouvre pas un navigateur. Non, ça ouvre surtout pas un navigateur. Donc, on est dans un univers privé, dans lequel on a toutes les sécurités. Et comme chaque code est unique, on peut le mettre sur ses propres objets, mais si c'est mis dès la fabrication, le fabricant, on va dire une grande marque de sac à main, par exemple, met ce code-là, qui peut être mis sur du cuir ou sur n'importe quel type de matériau, est propriétaire de son code, peut le transférer à un magasin, qui va le transférer à un client, qui va le retransférer en deuxième main à quelqu'un d'autre. Et on va garder toute la trace. On est dans la blockchain, les NFT, tout ça. Mais pour nous, ce ne sont que des outils. On a de la blockchain. On a des plus gros faiseurs de NFT en France. On a fait plus de 10 millions. On a, comme client, on a la SNCF, l'État, le Crédit Agricole. Mais pour nous, ce ne sont que des outils. Ce qui nous intéresse, c'est ce projet-là de faire communiquer les gens de manière sécurisée, sans avoir les coordonnées de la personne. Donc on a une thèse en cours qui permet de montrer que la confiance peut se faire de manière anonyme, alors que jusque-là, tout le monde pense que pour faire confiance, il faut connaître la personne. Nous, on a une techno qui permet de faire confiance. Donc on trace comme ça les différents propriétaires, on a tout l'historique de l'objet. C'est un peu le principe de la blockchain, de pouvoir faire confiance. C'est le principe de la blockchain. Donc on applique le principe de la blockchain, mais on le pousse d'un cran plus loin. On vient mettre un code physique sur un objet qui va être connecté à la blockchain. Donc avec ça, ça permet, de rendre l'objet à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ça permet aussi de lutter contre la contrefaçon, parce que chaque code étant unique, quelqu'un qui ferait un duplicat, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a qu'un propriétaire, donc quelqu'un qui copierait mon sac, je serais propriétaire des deux sacs. Et ça permet de lutter contre le recel, parce que quelqu'un qui veut revendre un objet doit avoir la propriété physique, doit avoir le NFT, doit avoir la clé du NFT qui permet de revendre l'objet. Donc on fait d'un coup, on fait trois actions en même temps, on lutte contre le recel, on lutte contre la contrefaçon, et on permet d'avoir un canal de communication qui est très respectueux de la vie privée. Même nous, si on se faisait hacker, ça n'arrivera pas, mais si on se faisait hacker, on n'a pas les noms, prénoms, adresse mail, ni téléphone de personne. Donc on n'a aucun risque, même nous, de vendre les données, parce qu'on ne les a pas. Alors vélo, sac à main, vélo, sac à main, les usages sont immenses. Les usages sont immenses. Ils peuvent, tout objet qui peut se marquer, donc tout objet. Nous, l'idée, c'est une sorte de tatouage. C'est une sorte de tatouage. Nous, l'idée, c'est de faire de chaque objet le moyen le plus sécure de communiquer. Donc, c'est la communication par l'objet, mais 2, voire 3.0. Donc, l'objet est le canal de communication. En plus, en étant low-tech, dedans, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de pile, on vient juste marquer l'objet. On le grave un petit peu avec un laser. Et après, l'objet a sa propre vie. Tous les documents, donc on a un coffre-fort numérique qui est associé. Quand je suis le propriétaire de l'objet, j'ai mon coffre-fort numérique dans lequel j'ai mis mes factures, j'ai mis mes différents éléments. Et puis, je peux transférer cet objet-là à quelqu'un d'autre. Qui peut utiliser au code des particuliers ou des entreprises? Parce que j'imagine que ce n'est pas gratuit. Donc, il y a deux parties. Il y a un aspect, on va dire, grand public, communauté. Donc, on va démarrer la communauté dans 2 mois pour que tous les gens puissent utiliser le haut code.
pour se rendre les objets entre eux ou pour dire vous êtes gentil, vous avez attaché mon vélo avec votre cadenas en attachant votre vélo. Donc je vais vous contacter, je scanne le code et je peux contacter le propriétaire ou dire j'ai retrouvé votre objet, vous avez laissé votre ordinateur dans le train, je scanne et le propriétaire n'est pas rendu au bout du quai, qu'il a déjà une notification pour dire qu'on a retrouvé son objet. Et puis bien sûr, le modèle économique, nous, c'est le B2B. Donc on vend aux marques le fait de marquer l'objet pour qu'ils puissent garantir, la traçabilité en interne, pouvoir communiquer leur client final, voire la seconde, voire la troisième main. Là, vous êtes un peu en marque blanche, finalement. Tout à fait, oui. Faire un rappel produit. D'accord. On peut faire du rappel produit sans avoir accès au propriétaire de l'objet. Donc, on a un côté B2B et un côté communauté. Ouais. Merci beaucoup, Dominique. Super. Dominique Chabot, donc président d'Ocode. Voilà une belle innovation vendéenne. Et pour terminer ce Tech Hebdo, Jérôme, on va parler cybersécurité, autre sujet très intéressant. Et on va parler doxing. Savez-vous ce qu'est le doxing ? Eh bien, Benoît Grunemwald va tout nous expliquer. Et notre rendez-vous cybersécurité en partenariat avec EZ. Et on est très heureux de retrouver Benoît Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous. Alors Benoît qui, vous le savez, est expert cybersécurité chez EZ et qui régulièrement vient dans Tech Hebdo nous commenter l'actualité de la cybersécurité qui est toujours à la fois passionnante mais aussi assez effrayante. Parfois inquiétante, mais il y a des choses il vaut mieux ne pas ignorer, précisément. Et notamment le doxing. Alors je l'ai dit, le doxing, en gros, c'est le fait que des informations qui nous sont personnelles sont révélées publiquement. Pourquoi ce mot, tout d'abord, Benoît ? Ça vient d'où ? Alors c'est un mot qui est une contraction de dropping et de dox. Et donc ça nous fait doxing, c'est le fait de rechercher et de partager des documents confidentiels, privés, sur des personnes ou des sociétés. Donc ça veut dire qu'il y a eu donc une faille qui nous a permis d'accéder à des documents, on va dire, personnels. Et c'est ça le doxing, c'est le fait que moi je les consulte alors qu'ils ne sont pas à moi. Ça, c'est la deuxième particularité du doxing. C'est ce que l'on voit sur les entreprises, notamment avec les rançongiciels, où les cybercriminels rentrent dans l'entreprise. Mais sur Internet, on peut trouver énormément d'informations sans avoir à être un pirate, simplement en étant malin et en faisant ce que l'on appelle de l'OSINT, c'est-à-dire de la recherche sur source ouverte. Doxing, il y a eu des affaires qui même se sont retrouvées en justice de personnes qui avaient été doxées, comme on dit, c'est-à-dire qu'on révèle toute leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ? Qui fait ça ? Et comment font-ils ? À l'origine, c'est fait par les cybercriminels, entre eux, qui voulaient faire tomber des groupes concurrents. Et ça, on le voit déjà dans la vraie vie. Finalement, dans le numérique, on a une réplication de ce que l'on a dans la vraie vie, où des cybercriminels se font la guerre entre eux. Bien sûr, oui. Exactement. Et donc, ces criminels-là allaient sur des forums, récupéraient des informations qui leur permettaient de remonter jusqu'à la personne physique, ou alors de faire stopper les activités, les agissements de leurs concurrents. Et on est sur la même idée, on est sur une idée de cyberharcèlement, de cyberintimidation, de punition parfois. Quand on ne partage pas les idées de quelqu'un, eh bien, plutôt que de discuter, on va avoir une action malveillante qui va nous amener à divulguer des informations sur lui, soit sur un sujet en particulier, soit sur un sujet connexe pour le discréditer. Mais c'est quoi ? Ça peut être son adresse, ça peut être l'école de ses enfants, sûr, ça peut ou ses habitudes de vie. Complètement. Donc des habitudes de vie où on va récupérer sur, par exemple, des réseaux sociaux, des informations qui seraient peut-être sur un groupe privé auquel on aurait eu accès, pas forcément légitimement. On va récupérer des informations dans les brouillons. On dit souvent qu'il faut protéger l'accès à ces comptes. Imaginez, vous avez été en vacances et vous avez sur votre compte Insta ou Facebook réalisé des vidéos. Vous les gardez dans les brouillons parce que vous ne savez pas trop si vous voulez les diffuser ou pas. Elles sont un peu personnelles. Dans les brouillons, elles sont privées. Sauf que si vous protégez mal votre compte, eh bien, le doxeur qui est fortement motivé peut réussir avec de l'hameçonnage ou avec d'autres techniques à rentrer dans le compte et à récupérer ces informations. Oui, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a l'accès à un compte, on retrouve le brouillon de ce compte. On peut retrouver malheureusement beaucoup d'informations sur la personne. C'est de l'espionnage amateur, quoi. Amateur ou professionnel, parce qu'on voit que les entreprises victimes de rançongiciels, certains établissements de santé d'ailleurs récemment en ont fait les frais, les cybercriminels rentrent dans le système d'information, récupèrent des informations, et ils ont tous les droits généralement, et à partir de là, ils chiffrent les données pour mettre à mal l'entreprise ou le centre hospitalier en l'occurrence, et ensuite leur dire j'ai des informations sur vous, si vous ne voulez pas que je les diffuse, payez la rançon. Alors, on comprend bien qu'il y a l'aspect piratage,
on récupère des informations, on les divulgue publiquement ou on menace de le faire. Est-ce que c'est légal, ça ? Non, c'est complètement illégal. Cela peut être de la diffamation, ça peut être de l'atteinte à la vie privée, ça peut être de l'atteinte au secret professionnel. Et la France est allée plus loin en créant, fin juin 2021, un texte qui dit que si vous diffusez des informations personnelles, et même si celles-ci ne sont pas utilisées jusqu'à des violences ou utilisées dans les faits, eh bien vous pouvez être puni pour cette divulgation. Cela fait suite notamment à des cas, on l'a vu, de divulgation d'informations sur des mineurs ou sur des jeunes qui auraient pu s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui ont amené une vague de haine, de cyberharcèlement à leur encontre. Question toute bête, si on est victime de doxing, parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux, hein, on peut avoir aussi parfois de l'espionnage sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait, Benoît ? On doit aller voir la police. Comment peut-on réagir ? Effectivement, jusqu'à un certain niveau qui peut être léger, on va bloquer les utilisateurs, on va faire part au réseau social, si c'est sur un réseau social, que cet utilisateur mène une campagne de cyberharcèlement. Donc on peut le dire à Twitter, Instagram, Facebook, etc. Complètement. Et d'ailleurs, l'Union européenne, dans son RGPD, le règlement sur la protection des données personnelles, a même inscrit dans l'article 17 une possibilité de droit à l'oubli. On le voit souvent, on se dit sur Internet, rien ne s'efface. C'est un petit peu vrai, mais on a quand même le droit à l'oubli. On peut aller effacer des informations qui nous concernent. Et donc, on va passer en mode privé. On peut aussi se déconnecter. Mais si ça va trop loin, il faut se faire accompagner. Si on est un jeune, il faut en parler à des adultes. Et ça va même jusqu'au dépôt de plainte. Donc, il faut récupérer des preuves, faire des copies d'écran. Et surtout, c'est un point important, c'est que si on est victime, il ne faut pas se reprocher d'être une victime. Non, tout à fait, ouais, bien sûr. Il y a un numéro vert, je crois, hein, puisqu'on est le pays des numéros verts. Donc il y a un numéro spécial, non ? 3018, c'est pas ça ? Exactement, le 3018, c'est une association qui s'appelle l'association e-Enfance, que l'on recommande, nous, très fortement sur notre blog, hein, qui s'adresse aux parents principalement, qui s'appelle Safer Kids Online. Et en fait, cette association met à la disposition de ceux qui sont victimes notamment de cyberharcèlement, des écoutants formés et capables même d'accompagner jusqu'au dépôt de plainte. Merci Benoît pour toutes ces précisions. Voilà, ça s'appelle le doxing et ça peut faire des dégâts, hein, on l'a vu. Merci beaucoup Benoît Gonenwald. Merci à vous. Expert cybersécurité chez EZ. Pour terminer ce Tech Hebdo, et oui, Jérôme. C'est sur le doxing que se referme ce numéro de Tech Hebdo. Vous le savez, Tech Hebdo, donc maintenant, c'est tous les lundis soirs. On était ravis de reprendre le rythme avec vous. Et on se retrouvera donc lundi prochain. Bien sûr, et puis tout au long de la semaine, cette émission, vous vous en doutez, est rediffusée. Vous pouvez aussi la retrouver sur la plateforme RMC BFM Play, comme tous les programmes d'ailleurs de la chaîne Tech & Co. Très bonne soirée et à très vite.